À tous. D'abord, quelques mots du climat. Je ne m'attarderai pas sur l'hiver qui n'en finit pas en Europe, quoique. Mais alors que nous enfilons une petite laine, le dernier bulletin national climatique Data Center, publié le 22 mai, donc c'est récent, classe la période janvier-avril 2013 parmi les 8 plus chaudes jamais mesurées depuis le début des relevés en 1880. Donc il fait froid ici, mais pas partout. Aussi, pendant que l'Europe grelotte, la banquise arctique n'en finit pas de s'amincir. Sa disparition complète est à craindre avant la fin de la décennie. La Russie a annoncé jeudi 23 mai qu'elle a évacué sa station polaire d'urgence en raison du risque de rupture de la banquise. Et début mai 2013, l'annonce est tombée depuis l'observatoire d'Hawaï. La concentration du CO2 dans l'atmosphère a dépassé les 400 parties par million. La dernière fois que l'atmosphère a connu une telle concentration, c'était il y a plus de 3 millions d'années, durant l'ère du Pliocène, où les êtres humains n'existaient pas. Jamais les preuves ont été aussi nombreuses sur l'urgence d'agir, jamais le consensus scientifique aussi fort sur le remède pour espérer contenir la hausse de température en dessous de 2 degrés. Il faut ramener cette concentration de CO2 aux alentours de 350 parties par million. Pourtant, jamais les réserves et les freins n'ont semblé aussi forts qu'aujourd'hui. La région Rhône-Alpes, elle, a déjà commencé à se mobiliser en organisant plusieurs initiatives depuis 2010, une conférence des régions d'Europe en octobre 2011, des initiatives de prospective en septembre et janvier 2012, mais surtout, nous avons adopté notre plan climat, véritable feuille de route à l'horizon 2020 et 2050, et qui intègre notre récent appel à projet Territoire à énergie positive mené en collaboration avec l'ADEME. Cette démarche rencontre un large écho auprès des territoires qui souhaitent s'inscrire dans une trajectoire de neutralité énergétique d'ici à 2050. Donc, lorsque le gouvernement a décidé de l'organisation d'un débat national sur la transition énergétique, nous avons tout naturellement et rapidement pris en charge la territorialisation de ce débat, comme vous l'a dit le président tout à l'heure. La conférence régionale qui regroupe 6 collèges, États, collectivités, syndicats, entreprises, ONG et parlementaires a validé dès le 10 décembre la proposition d'organisation du débat que la région a élaborée avec ses partenaires habituels, ADEME, DREAL, Rhône-Alpes Énergie Environnement, les espaces Info Énergie, et une mission d'assistance a été confiée à Rhône-Alpes Énergie Environnement. Un complément d'étude a été réalisé par l'assistant maîtrise d'ouvrage du SRCAE pour élaborer un scénario respectant le facteur 4 à 2050 en région et dénommé transition énergétique en région Rhône-Alpes, scénario Terra, c'est un joli nom. Nous avons alors fait le choix d'un débat démocratique et citoyen le plus ouvert possible pour sensibiliser tous les publics à la transition énergétique, partager les conditions de réussite de cette transition, démontrer sa faisabilité au travers d'opérations exemplaires et recueillir des contributions à faire remonter au niveau national pour le projet de loi. La méthode déployée a ainsi proposé aux divers acteurs de porter localement leur propre débat. Et les territoires ont répondu à l'appel, effectivement 130 ateliers débats aujourd'hui. Tous les acteurs qui le souhaitaient ont pu organiser des débats labellisés, depuis les associations du réseau des espaces Info-Énergie jusqu'au MEDEF, en passant par Rhône-Alpes Énergie Environnement, Amorce, la CGT, mais aussi la Société française du nucléaire, GRDF, Grenoble Électricité et Gaz, et bien sûr les collectivités de Rhône-Alpes. Seul le Césaire a souhaité se tenir en dehors de la démarche de labellisation Rhône-Alpes, ce qui est assez étonnant. Dernier fait marquant, ce samedi 25 mai, en parallèle aux 8 événements de clôture de notre opération Famille Énergie Positive, la journée citoyenne a rassemblé à Confluence une centaine de citoyens pour débattre et proposer et compléter donc ces débats. Les premiers éléments de bilan, donc effectivement 130 à 140 débats et conférences labellisés, soit à peu près un tiers du volume d'événements labellisés au niveau national, témoignent de la forte appropriation du sujet en Rhône-Alpes. 40 contributions sont déjà consultables sur le site
de la région sur notre page web dédiée que je vous invite à aller visiter, www.transitionénergétique.rhône-alpes.fr. Et une synthèse régionale de ces débats sera validée par la conférence régionale le 4 juillet prochain à Confluence pour être transmise au secrétariat du débat national. Venons-en un petit peu au cadre du débat. Le débat national repose sur 4 questions. Comment aller vers l'efficacité énergétique et la sobriété? Quelle trajectoire pour atteindre le mix énergétique en 2025? Quel choix en matière d'énergie renouvelable et nouvelles technologies de l'énergie? Et quelle stratégie de développement industriel et territorial? Et enfin, quel coût, quel bénéfice, quel financement de la transition énergétique? Le débat en région reprend évidemment cette articulation en y ajoutant la question de la gouvernance et propose une analyse à partir des usages. La chaleur, l'électricité, la mobilité, l'alimentation, en accordant une place particulière à la sobriété et à l'efficacité énergétique. Les objectifs sont ceux fixés par le président de la République lors de la conférence environnementale, reprenant nos engagements internationaux et européens. Les 3x20 que tout le monde connaît par cœur, 20% de réduction des consommations, 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et pour la France, 23% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020. Le facteur 4 à 2050, soit une réduction de 75% de nos émissions, de tous les gaz, pas seulement le gaz carbonique. Vous savez qu'il y a d'autres gaz qui contribuent à l'effet de serre, que nous avons, nous, traduit dans notre scénario pour Rhône-Alpes, par le scénario Terra, une réduction de l'intensité énergétique fixée par la loi POP, de programmation de l'énergie en France, de 2005, et une diversification du mix énergétique à l'horizon 2025, en réduisant la part du nucléaire à 50%. La question qui se pose aujourd'hui à notre Assemblée est quelle transition énergétique pour Rhône-Alpes en particulier? La transition énergétique n'est pas une affaire de quelques mois ou de la durée d'un mandat électoral. Elle dépasse largement les clivages politiques. C'est un engagement sur plusieurs décennies, mais de ceux qui valent le coup. Coup avec un T, puisqu'il s'agit aussi de faire des économies. Contribuer à atténuer le réchauffement climatique mondial, s'orienter vers une véritable autonomie énergétique, développer de nouvelles activités en baissant la dépendance et la précarité énergétique, rendre compatibles santé, écologie et efficacité économique. Le cap général est clair. Il s'agit à la fois de se départir des énergies fossiles et de diversifier progressivement notre bouquet énergétique. Pareille ambition suppose de se doter d'une stratégie précise et d'une méthode organisant l'action de multitudes d'intervenants, privés comme publics. Les régions peuvent et doivent y jouer un rôle majeur. Elles ne sont pas les seules. Les initiatives et les énergies sont déjà à l'œuvre sur de nombreux territoires et parfois avec une belle ampleur et une cohérence insoupçonnée. Les régions sont bien placées pour les encourager, en susciter de nouvelles et les faire converger. J'en viens aux 3 questions qui sont posées à notre Assemblée et qui recoupent les questions du débat national. Comment aller vers l'efficacité énergétique et la sobriété? Cette question importante a été fort justement placée en tête par le gouvernement et nous en avons fait une question obligatoire du débat en région Rhône-Alpes. Nous avons demandé aux différents débats de territoire de traiter cette question. Les scénarios nationaux respectant le facteur 4 d'ici 2050, ainsi que notre scénario régional Terra, prévoient et permettent tous une baisse de consommation énergétique d'environ moitié par rapport à aujourd'hui. Pour cela, il nous faut travailler sur le comment, réduire nos besoins, tout en cherchant à y répondre le plus efficacement possible. Chaque usage est concerné. La mobilité, en travaillant sur l'urbanisme, pour rapprocher les lieux de vie, de travail et de loisirs, en développant les transports en commun et les modes actifs, vélo et marche à pied, en développant les nouveaux usages de l'automobile, autopartage, covoiturage, en améliorant le rendement des véhicules individuels et en optimisant le transport de marchandises. La chaleur, en limitant les consommations dans les bâtiments et l'industrie, grâce à la rénovation thermique du bâtiment et aussi à la récupération des pertes de chaleur, de process en particulier. L'alimentation en modifiant nos habitudes alimentaires et les pratiques agricoles et en réduisant les intrants chimiques.
et l'électricité en la réservant aux usages les plus efficaces, l'éclairage, la motricité et certains process. Quel choix en matière d'énergie renouvelable? Qui dit choix dit bien sûr filière privilégiée par rapport à d'autres. Un premier écueil au débat consiste à ne parler que d'électricité. Rappelons que l'électricité représente un quart de l'énergie finale consommée en France, qui est par ailleurs fortement consommatrice par rapport à d'autres pays d'Europe. Les consommations thermiques, chaleur, transport, sont bien plus importantes. Faire des choix suppose également d'être clairvoyant sur le caractère contre-productif d'autres choix. À ce propos, je voudrais en évoquer seulement 3. D'abord, l'option des gaz de schiste, préconisée dernièrement et portée par le MEDEF, ou plutôt une partie du MEDEF. Cette option n'est raisonnable ni sur le plan climatique, ni sur le plan économique. Son bilan carbone est largement plus mauvais que celui du gaz conventionnel, du fait des moyens énergétiques d'extraction supplémentaires et les fuites importantes de méthane au moment de l'extraction. Certaines études comparent son bilan à celui du charbon. De même, leur exploitation est incompatible avec la préservation de l'environnement et de la santé publique, ainsi qu'avec de nombreuses activités qui font vivre nos territoires et les rendent attractifs, comme le tourisme, l'agriculture ou l'agriculture. Aussi, depuis octobre 2010, la région Rhône-Alpes s'est clairement positionnée contre l'exploitation des gaz de schiste sur son territoire. Deuxième option, l'option d'une prolongation le plus longtemps possible d'un parc nucléaire qui arrive en fin de vie et qui a été construit dans un temps très très court. Un tel choix empêcherait quasi mécaniquement le développement des énergies renouvelables par absence de marché. Si on maintient les moyens de production existants, on ne peut pas en développer d'autres. Et la tension à la baisse des prix de gros de l'électricité au niveau européen le montre déjà. Que ce parc soit renouvelé ou pas, il est en effet nécessaire d'échelonner la fermeture du parc et donc de commencer dès aujourd'hui. J'imagine que certains groupes seront tentés d'appuyer sur la question du nucléaire au risque de redites, mais aussi d'occulter d'autres questions de fond, ou n'ayant peut-être pas d'autres propositions à porter. J'indique simplement que les débats en région ont su, pour la plupart, éviter cet écueil et que de nombreuses propositions s'y sont exprimées. Cela dit, et pour éviter tout malentendu, je souhaite redire ici ce qu'a rappelé récemment Delphine Batho, l'objectif fixé par le président de la République de faire évoluer le mix électrique à 50% de nucléaire en 2025 et qui correspond à ce besoin de faire monter en puissance les énergies renouvelables n'est pas à ce stade une sortie du nucléaire. Enfin, troisième option à éviter, se désintéresser de la construction des filières industrielles nécessaires aux énergies renouvelables. Cela serait suicidaire, comme l'a montré la crise du photovoltaïque en France et en Europe. Pour conclure, nous aurons de toute évidence besoin d'intensifier la recherche-développement pour optimiser les filières existantes, matures comme l'éolien ou la méthanisation, réduire les coûts de celles qui peuvent être massifiées comme le solaire, thermique ou photovoltaïque, ou pour construire des réponses opérationnelles sur les questions de transport, grâce à l'hydrogène et au méthane, ou de gestion de réseaux électriques bien sûr, mais aussi gaz et réseaux de chaleur, ou le stockage d'électricité ou de chaleur, là encore. La troisième question, quel gouvernement, quel financement de la transition énergétique? Quelle gouvernance, pardon. Quelle gouvernance d'abord? La définition de stratégies de réduction des besoins et le déploiement de nouveaux moyens de production et de distribution d'énergie doit être pensé au niveau territorial. C'est d'ailleurs l'objet de démarches comme celle des territoires à énergie positive. Les différents niveaux de collectivité sont concernés, tous, et sont signataires d'une contribution collective livrée au débat, proposant une répartition possible de cette compétence et responsabilité. La région élabore avec les autres collectivités un SRCAE incluant le schéma de raccordement des énergies renouvelables et opposable au document de planification territoriale. Les communes, ou chaque fois que possible les intercommunalités, sont responsables de leur PCET, introduisent des objectifs d'énergie, d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable
dans les plans locaux d'urbanisme qui intègrent un schéma directeur de distribution et d'approvisionnement énergétique et dans les plans locaux de l'habitat. Mettent en œuvre un guichet unique pour la rénovation thermique coordonné à l'échelle régionale et assurent leurs compétences renforcées de distribution d'énergie élargies au réseau de chaleur. Les départements assurent, eux, la mission de lutte contre la précarité énergétique. En outre, les collectivités proposent que la Commission de régulation de l'énergie, qui intègre une dimension territoriale et souhaite être mieux représentée au Conseil supérieur de l'énergie. Concernant les coûts et le financement de la transition énergétique, cette transition nécessite un investissement financier et humain conséquent sur le long terme. Mais le coût de l'inaction est plus important encore, comme le montrent depuis des années les évaluations d'institutions très variées, le ministère des Finances britannique en 2006 avec le rapport Stern, l'OCDE la même année, la Commission européenne en 2007. Plus nous prendrons de retard, plus ces coûts seront élevés. L'OCDE a chiffré à plus 20% ces coûts si la trajectoire ne s'infléchit pas avant 2015. Cela dit, les bénéfices de la transition sont largement à la hauteur de ces investissements. Baisse de la facture énergétique annuelle, aujourd'hui équivalente au déficit de la balance commerciale, environ 70 milliards d'euros. Création nette importante d'emplois, plus de 600 000 emplois sont projetés à l'horizon 2030, selon une étude CNRS concernant le scénario négawatt. L'amélioration de la compétitivité dans ces entreprises et baisse de leur dépendance énergétique, gains en termes de santé publique, revalorisation du patrimoine bâti. Pour financer cet investissement, il convient d'imaginer la création de prélèvements dédiés, mais avant cela, d'explorer deux pistes de ressources nouvelles. La réduction, voire la suppression des aides publiques et niches fiscales qui aggravent le réchauffement climatique et nuisent à la biodiversité, comme le préconisent les rapports Bric et Saint-Denis. Et tout dernièrement, la Cour des comptes, en mars 2013, elle reprenait à son compte ce piètre constat. La France subventionne la pollution à hauteur de plusieurs milliards d'euros chaque année. Deuxième piste, la mise en place de mécanismes permettant de financer les coûts des investissements par anticipation des économies futures sur les consommations d'énergie. Ces mécanismes nécessitent la mise en place de prêts à taux très bas, comme le fait aujourd'hui la KfW en Allemagne. Concernant les investissements non financés aujourd'hui, il apparaît nécessaire de rechercher de nouvelles recettes dédiées, comme la contribution climat-énergie, fléchée sur la transition énergétique. La toute dernière contribution du MEDEF et d'un certain nombre de syndicats intitulée « Réinventer la croissance » y fait référence. L'élargissement de l'assiette de la CSPE aux énergies fossiles, fuel, gaz, ou la création de contributions spécifiques. La réforme structurelle du marché européen des quotas carbone, qui n'existe pour ainsi dire plus aujourd'hui, compte tenu des niveaux de prix. Le rehaussement du volume de certificats d'énergie, d'économie d'énergie, tout en recherchant à garantir un prix plancher et une simplification de leur gestion. Ces ressources et d'autres pourraient alors abonder de nombreux dispositifs de financement. Les propositions ne manquent pas. La création d'un fonds dédié à la rénovation énergétique du bâtiment, en lien avec le développement de guichets régionaux pour la rénovation. La Caisse des dépôts travaille aujourd'hui à une proposition de financement pour le logement privé, mais la question du bâtiment tertiaire et notamment du bâtiment tertiaire public, elle, reste entière. L'ARF et Finergie, avec le plein soutien de la région Rhône-Alpes, ont pris position pour la mise en œuvre d'une obligation progressive ou de dispositifs d'incitation contraignants concernant la rénovation thermique à l'occasion des grandes étapes de la vie d'un bâtiment, travaux de façade, location, vente, en commençant par les bâtiments les plus consommateurs. La création d'un fonds de garantie national ou régional sur des programmes promouvant l'efficacité énergétique, l'élargissement des bénéficiaires de la CSPE afin de mieux partager les retombées fiscales, la réforme des tarifs d'achat d'ENR, en supprimant notamment les effets de seuil. Aujourd'hui, la région qui installe des panneaux solaires sur ses lycées, n'est-ce pas Sylvie, est incitée à se limiter à 100 kW sur les toits des lycées
pour des simples raisons tarifaires, alors même que l'on pourrait en installer plus sur nos bâtiments. D'autres maîtres d'ouvrage sont évidemment confrontés au même sujet. Il faut aussi simplifier les procédures d'appel d'offres, dans le cas des collectivités notamment, développer les sociétés publiques de tiers investissement, comme la SPL, Efficacité énergétique, créée par la région Rhône-Alpes avec d'autres collectivités. Nous avons là une feuille de route claire, qui nécessite maintenant une action déterminée de tous. Le gouvernement, bien sûr, par la rédaction d'une loi de programmation ambitieuse et permettant l'initiative territoriale, l'ensemble des collectivités locales, qui chacune dans son rôle assumera la mise en œuvre de cette transition, les partenaires économiques, qu'un signal prix attendu par ces partenaires économiques et leur intérêt bien pensé doivent rendre moteur de la transition. Et enfin, les consommateurs citoyens, c'est-à-dire nous tous, vous tous, qui assumons une partie des investissements nécessaires pour le bénéfice de tous, notamment en termes d'emploi. La journée citoyenne de samedi nous a apporté sur ce point une bonne nouvelle. À la question « La transition énergétique est-elle une contrainte ou une chance pour les particuliers et les entreprises ?» la réponse est très claire et très majoritairement une chance. Ayant contribué de près au débat national, en particulier par l'animation du groupe de travail « Quel coût, quel bénéfice et quel financement de la transition énergétique ?», je souhaiterais vous donner quelques éléments de contexte pour conclure mon introduction. Les groupes de travail ont démarré dans un esprit ouvert, constructif, avec de très nombreuses auditions où des informations jusqu'alors assez peu débattues ont été apportées et analysées avec l'appui du groupe d'experts. La phase de proposition de ces groupes de travail a ensuite fait l'objet d'une lutte inégale et acharnée pour introduire dissensus et confusion dans les propositions, faisant bouger les équilibres économiques actuels, CSPE, fiscalité carbone, et même les réflexions sur la rénovation thermique du bâtiment. Les intérêts particuliers ont clairement pris le dessus sur une vision ouverte, osant une sortie par le haut, comme l'ont fait les Suédois depuis 20 ans, en créant une fiscalité carbone. Les rapports de ces groupes en sortent aujourd'hui affaiblis, sans le souffle nécessaire pour appuyer des décisions politiques fortes. Le risque de voir la montagne accoucher d'une souris est donc assez élevé. Comme pour la négociation internationale, les corps intermédiaires, je n'ose dire les lobbies, contribuent au blocage de la réflexion et surtout de la prise de décision collective, voire par exemple les recours sur les tarifs d'achat ENR. L'enjeu de prise de position claire des collectivités locales, des acteurs de terrain et des citoyens est donc capital pour débloquer la situation. Nous y travaillons. Après les échanges très riches lors de l'examen de notre plan climat en mars dernier, je vous remercie, au nom de l'exécutif, d'y contribuer à nouveau par ce débat. Merci. Merci, Monsieur Leclerc. Je donne la parole